Une pièce d'eau, des plantes aquatiques. Sur les rives, des touffes de joncs et d'iris. À l'arrière-plan, un saule pleureur, d'autres arbres. Une passerelle en arc de cercle, peinte en vert. « 1883. Dans la vallée de la Seine, près de Vernon, Claude Monet découvre le village de Giverny et il y loue la maison du pressoir. À 43 ans, le peintre a déjà une œuvre importante derrière lui. En 1889, Monet expose avec le sculpteur Auguste Rodin. À cette date, il vend déjà fort bien ses toiles et connaît l'aisance. En 1890, il achète la maison de Giverny. Il y vit avec Alice Hochdé, la femme d'un de ses premiers mécènes. Il l'épousera plus tard. Monet restera à Giverny 43 ans, jusqu'à sa mort en 1926. Dans son jardin, le peintre construit serres et ateliers. Il invente des ensembles floraux originaux qui lui servent ensuite de motifs picturaux. En 1893, Monet fait commencer les travaux dans la partie sud du jardin, située entre la ligne de chemin de fer, aujourd'hui remplacée par une route, et le Rue, un bras de Lepte. Il creuse là un petit étang commandé par des vannes et y construit une passerelle de bois, vraisemblablement inspirée par les estampes japonaises. Entre 1896 et 1916, Monet achète d'autres parcelles de terrain. Ayant obtenu l'autorisation de dévier le cours du Rue, il agrandit l'étang. Le Rue traverse maintenant la propriété, contournant le jardin doux où des allées favorisent la variété des points de vue. Saules, aulnes, rhododendrons, roseaux, bambous composent à la belle saison de riches gammes de verts. Sur le bassin sont cultivés le nénuphar blanc ou Nymphaea alba, le nénuphar jaune et divers hybrides multicolores lancés alors par les horticulteurs. Ce sont des plantes aquatiques vivaces, enracinées au fond et à grandes feuilles flottantes. Monet fera couvrir le pont d'arceaux de glycine, peut-être encore une réminiscence des estampes japonaises qu'il collectionnait. Les estampes qui parviennent en Europe vers 1860 fascinent les impressionnistes par leur nouveauté formelle. Bon nombre de ces estampes sont publiées sous forme de séries. Le peintre Hokusai, mort en 1849, et dont Monet possédait plusieurs œuvres, consacre au mont Fuji une centaine d'images selon une multitude de points de vue. À la fin du XVIIIe siècle, à Rome, un Français, Henri-Pierre de Valenciennes, peint plusieurs fois le même paysage. Seul varie l'éclairage ou les conditions atmosphériques. Dès 1840, un des premiers photographes, William Fox Talbot, choisit comme motif une meule de paille afin de montrer les variations de la lumière solaire. Dans le même cadre de la gare Saint-Lazare, 18 ans avant l'invention du cinéma, Monet montre en 2 images l'arrivée d'un train en gare.
Dans la série des barques, peinte en 1887, le sujet est décentré, ou bien il n'est montré qu'en partie. Le spectateur reconstitue l'ensemble. Monet commence à peindre des meules à la fin de l'été 1890. Partant de cette forme géométrique constante, il joue sur l'évolution saisonnière des textures, terre, herbe, paille, neige, et surtout sur le déplacement du cadre. Les alignements de peupliers que le peintre observe l'année suivante au bord de l'Epte sont prétexte à de nombreuses variations. Gamme de couleurs, reflets dans l'eau, opposition entre les courbes des berges et la verticale des arbres, géométrisation de l'espace. Dans la série des bras de Seine près de Giverny, Monet choisit un cadre constant et montre l'évolution des couleurs et des contours liés aux différents éclairages de la journée ou de la saison. Il fera de même à Londres ou à Venise dans les premières années du siècle. Avec la série des cathédrales de Rouen, peinte en 1892 et 1893, Monet tente de saisir chaque métamorphose de la lumière. Installé successivement à 3 fenêtres de maisons qui font face au monument, le peintre travaille à plusieurs toiles à la fois, passe de l'une à l'autre, y revient jour après jour, et y travaillera encore longtemps une fois rentré dans son atelier. Je deviens d'une lenteur à travailler qui me désespère. Mais plus je vais, plus je vois qu'il faut beaucoup travailler pour arriver à rendre ce que je cherche, l'instantanéité. Surtout l'enveloppe. La même lumière répandue partout, et plus que jamais les choses faciles, venues d'un jet, me dégoûtent. À partir de 1890, Monet a pris l'habitude d'employer le mot série. C'est sous ce titre qu'il expose désormais la majeure partie de sa production. Le thème du pont japonais est abordé pour la première fois en 1895, 2 ans après la construction de la passerelle. Les premières toiles montrent le petit étang au premier plan, le pont à l'arrière, vu selon un axe est-ouest. En 1899, nouvelle série de tableaux. Cette fois, le pont est vu depuis la sortie du bassin. Le format est proche d'un carré de 90 cm de côté, avec de légères fluctuations selon les toiles. Le cadre s'est resserré, coupant les 2 extrémités du pont. 4 paires de balustres sur 7 sont apparentes. Il n'y a pas de différence notable dans la perspective de ces balustres. Le peintre s'est donc tenu toujours au même endroit. 2 photographies prises à l'époque dans l'axe du bassin montrent l'une l'espèce d'atelier en plein air que Monet s'était composé, et l'autre la vue exacte qu'avait le peintre depuis cet endroit. On peut retrouver aujourd'hui sur la rive de l'étang la position précise qu'il occupait. En 1900, Monet refait une nouvelle série. Le cadre se déplace vers la gauche, joncs et iris sont plus importants, la passerelle n'est plus découpée symétriquement. Plusieurs toiles montrent le sentier au bord de l'eau et une percée sur le ciel. Tous ces tableaux de 1899 et 1900 sont intitulés Bassin ou Nymphéa, avec parfois un sous-titre, Harmonie verte ou Harmonie rose. En 1905, après l'agrandissement de l'étang, Monet exécute une petite série de 3 bassins au Nymphéa. Le pont est vu de plus loin, depuis l'autre extrémité de l'étang. L'une des toiles entre dans un décor de théâtre de Sacha Guitry. On ignore chez quel collectionneur se trouvent aujourd'hui ces 3 toiles. Monet ne revient au pont qu'en 1918 avec des formats rectangulaires d'1 mètre sur 2. La passerelle a entre-temps été couverte d'arceaux de glycine. L'orientation est la même que celle de la série de 1899, un saule à pousser au premier plan à droite. Enfin, entre 1919 et 1924, Monet traite à nouveau le pont dans un format proche du carré.
Les teintes sont violentes, souvent transposées. Les toiles sont intitulées « Le pont japonais ». Sur les 47 bassins aux nymphéas ou ponts japonais recensés par le catalogue de Daniel Wildenstein, 24 sont actuellement dans des musées publics, 21 sont dans des collections privées et 2 ont totalement disparu, telle cette toile photographiée en septembre 1900 dans l'atelier de Monet. À la différence des peintres des générations précédentes, les impressionnistes renforcent la clarté de leurs tableaux et l'harmonie tonale lumineuse par l'emploi de fonds très clairs. Une seule couche d'enduit leur permet de conserver la structure grenue de la toile, sur laquelle la touche s'accroche solidement. Dans les peintures en tube de l'époque, l'huile d'œillette a souvent remplacé l'huile de lin, à qui on reprochait de jaunir. L'œillette donne une texture plus crémeuse et garde la trace du pinceau. Séchant plus lentement, elle est facile à travailler à frais ou à retoucher. Mais cette huile indispensable est souvent une gêne pour les peintres. Un sol paraît plus sombre lorsqu'il est mouillé. Les molécules d'eau permettent à la lumière de pénétrer plus profondément dans les couches de la matière. La lumière réfléchie vers l'œil est ainsi plus saturée en couleur. Un pigment est plus sombre et plus saturé en couleur lorsqu'il est imbibé d'huile. Afin d'obtenir des tons mat et clairs, proches du pastel, Degas ou Monet éliminent une partie de l'huile en laissant reposer leur couleur sur des feuilles de papier buvard. Ils les diluent ensuite à l'essence de térébenthine qui s'évapore rapidement. Pour les mêmes raisons, les toiles, une fois peintes, ne sont pas vernies. Quant aux couleurs que j'emploie, est-ce si intéressant que cela? Je ne le pense pas, attendu que l'on peut faire plus lumineux et mieux avec une toute autre palette. Le grand point est de savoir se servir des couleurs dont le choix n'est en somme qu'affaire d'habitude. Bref, je me sers de blanc d'argent, jaune de cadmium, vermillon, garance foncé, bleu de cobalt, vert émeraude et c'est tout. La série des bassins aux nymphéas met en scène 4 éléments de décor. Le pont, les feuillages, l'eau, les nénuphars. Dans la peinture de Monet, les ponts abondent. À la Belle Époque, le pont est souvent le symbole de l'industrie conquérante. Depuis toujours, il a été rattaché au lien social, à la communication. Le pont est ce qui relie lieu et homme, ce qui fait passer d'un pays à un autre, d'une vie à une autre. Le pont de Giverny, qui dans le jardin n'a qu'une fonction décorative, devient dans les toiles le sujet principal. Il sépare le tableau en 2 zones. Il oppose ses textures dures, manufacturées, aux textures plus souples du reste du décor. Fleurs et végétaux offrent aux peintres des formes très organisées, puisque développées à partir de schémas de croissance rigoureux, et en même temps aléatoires, puisque soumises aux caprices du vent et au jeu de la lumière. Leur masse brute et mouvante évoque la fluidité de la matière, la perpétuelle métamorphose des formes, l'écoulement du temps. L'eau est elle-même matière amorphe. Elle est parfois pur miroir, réfléchissant les masses mouvantes des feuillages, ou encore celles des nuages, autre matière malléable et mouvante. Le reflet redouble l'image, la répercute en la brouillant et transpose les formes nettes en aplats de couleurs. C'est aussi l'un des thèmes principaux de Monet. Entre le monde aérien et mobile des feuillages et le monde dense des eaux dormantes, 3 plantes assurent la liaison. Les joncs, les iris et les nénuphars. Toutes 3 prennent racine dans la terre, mais ne poussent qu'en milieu aquatique. Toutes 3 sont des plantes aux origines mythologiques.
Le nénuphar tire son nom de l'ancien égyptien Nanoufar, les belles. La fleur, qui s'ouvre le matin et se referme le soir, symbolisait la naissance du monde à partir de l'humide. À l'époque moderne, le mot nénuphar a une résonance considérée comme plutôt lugubre. Dans la poésie romantique, chez Théophile Gautier ou Victor Hugo, il est associé à la mort. Mallarmé le restitue à la pleine lumière. Pour des raisons non élucidées, Monet abandonne le nom de la fleur et lui substitue celui plus scientifique d'un sous-groupe de nénuphars, le nymphéa. À cause du peintre, l'usage de ce nom domine aujourd'hui. Des nymphes étaient des divinités des eaux claires, des sources et des fontaines. L'une d'elles se noya d'amour pour Hercule et revint sous forme d'une fleur flottant sur les eaux. Iris et nymphéas sont très fréquents dans l'art décoratif de l'époque. Monet en fait un tout autre usage. Selon qu'elle est sèche ou mouillée, la feuille de nymphéa reflétant le ciel est successivement verte, bleue, grise, argent. C'est de tous les éléments du décor celui dont couleur et texture connaissent le plus de métamorphoses. Malgré le désir évident d'abandonner les règles de la représentation classique, les bassins aux nymphéas sont très charpentés. Symétrie, équilibre des masses et même perspective y sont assez marquées. De près, les formes semblent très brouillées, les couleurs très vives. À une certaine distance, les formes se recomposent, les couleurs s'organisent en une harmonie dominante. Une photographie moderne du même site, légèrement brouillée, donne une image très proche. Ces phénomènes optiques sont liés à l'usage très particulier que fait Monet de nombreuses sortes de touches indépendantes. Dans l'harmonie verte, sous certaines touches de couleurs vives, s'en devinent d'autres de couleurs plus claires. Monet a constitué d'abord une mise en place générale, par touches claires, destinée à créer une texture épaisse. Cette texture, une fois sèche, il a appliqué des touches de couleur pour le modelage des formes ou bien pour la mise en place des lumières. Les rameaux retombants du saule, de longues touches verticales vertes, jaunes ou bleues, entre lesquelles se voient les touches claires de la texture initiale, épaisse et striée. Les feuillages des autres arbres sont rendus par des touches plus écrasées, buissonnantes. Entre ces deux zones, les nuances de bleu servent à suggérer la profondeur sombre des frondaisons. La partie aquatique oppose les touches horizontales des nymphéas et les touches verticales des reflets de l'eau libre. Les fleurs sont évoquées par des petites touches écrasées à la pointe du pinceau. Les touches horizontales ou verticales, larges au premier plan, vont en s'amenuisant vers le fond de la pièce d'eau, créant une illusion d'éloignement. Le reflet du pont, qui n'en montre que la partie inférieure, donc à l'ombre, est traité par une forte densité de touches violacées. Dans l'harmonie rose, Monet fait aussi usage de touches mixtes. Deux couleurs sont prélevées ensemble sur la palette et étalées ainsi. Le mélange de deux pigments atténue leur clarté. Au contraire, leur juxtaposition permet de conserver leur éclat et leur mélange optique crée un effet lumineux différent. Le mélange vermillon et blanc permet à Monet de façonner plusieurs nymphéas d'un seul coup de pinceau. Sur la gauche, la touffe de jonc est rendue d'abord par une texture serrée de traits rouges, jaune foncé et vert foncé, sur laquelle viennent s'inscrire des accents lumineux. Ceux-ci ont été obtenus soit à la pointe d'un pinceau rapide et très chargé d'une seule couleur claire, parfois de deux, soit avec le tranchant d'un petit couteau à palette. Dans la partie centrale et dans la plaque de nymphéa du premier plan, le peintre laisse apparaître la préparation beige clair de la toile, qui augmente la clarté de ces zones et renforce les contrastes. Sur ce fond, il a placé un grand nombre de touches à sec. Il traîne son pinceau sur la toile et laisse s'épuiser un pigment assez sec. Le frottement du pinceau forme au contact des fils de trame des stries verticales en pointillés. Enfin, l'épaisseur de la pâte en certaines zones crée des reliefs
qui, en interceptant les lumières latérales et en découpant de minces ombres, ajoute des effets lumineux à ceux qui appartiennent en propre à l'image. Quand vous sortez pour peindre, essayez d'oublier quels objets vous avez devant vous, un arbre, une maison, un champ ou quoi que ce soit. Pensez seulement ceci. Voici un petit carré de bleu, de rose, un ovale vert, une raie jaune, et peignez-les exactement comme ils vous apparaissent. La série des ponts japonais donne une impression de spontanéité, d'extrême rapidité, voire de négligé, d'improvisation. Effet logique, puisque ces images prétendent saisir un instant lumineux fugitif. Mais cette apparente rapidité n'est qu'un artifice, une des principales composantes du style de Monet. Dans un carré de 10 cm de côté de la partie centrale de l'harmonie rose, on peut compter 23 teintes différentes, réparties en 180 touches de surface environ. Rapporté à l'ensemble de la toile, cela représente un total d'environ 15 000 touches superficielles. La mise en place des textures, le choix et la grande variété des teintes, leur harmonisation progressive, la nécessité de laisser sécher longtemps les couches pour éviter le mélange des pigments frais, tout prouve que Monet n'a pu peindre ses toiles que lentement, par étapes, et selon des stratégies très réfléchies. Comme il l'avait fait 6 ans plus tôt avec la cathédrale de Rouen, le peintre a en effet élaboré ensemble les 12 toiles de la série de 1899. Je travaille à ces toiles toute la journée. On me les passe l'une après l'autre. Dans l'air, je retrouve une couleur que j'ai découverte hier et esquissée sur une des toiles. Immédiatement, le tableau m'est donné et j'essaie de le fixer le plus vite possible, définitivement. Mais en général, il disparaît presque aussitôt pour laisser la place à une autre couleur déjà enregistrée quelques jours auparavant, sur une autre toile, qu'on me met aussitôt devant. Et on continue ainsi pendant toute la journée. Les tableaux ont ensuite été retravaillés dans l'atelier que Monet s'était fait aménager à l'ouest de sa maison. Dans la série rectangulaire de 1919, la touche est plus large, les formes plus floues. Le fond clair est très présent sur les bords. La composition est traitée dans une harmonie de vert et de jaune, où les touches rouges produisent un vif contraste. Dans la dernière série de ponts, Monet revient au cadre proche du carré. Mais cette fois, la dissolution des formes est complète. Les touches sont beaucoup plus larges, dansantes, apparemment désordonnées. Certaines toiles sont presque monochromes. Cette métamorphose a été attribuée à la cataracte qui affecte Monet à partir de 1908. En 1918, la vision du peintre est très dégradée. Il s'efforce de lire les étiquettes sur les tubes et place les couleurs sur sa palette selon ses habitudes. Mais il perçoit mal les contours. Les bleus ont disparu, filtrés par l'opacification brun-jaune du cristallin. En octobre 1922, il est opéré de l'œil droit. Il ne juge pas le résultat très satisfaisant. Les lunettes d'appoint lui permettent de progresser. Il voit soudain les tons qu'il ne percevait plus depuis longtemps, en particulier les bleus et les violets. Il finit par trouver une paire de verts teintés qui lui restitue une partie des couleurs. En 1925 et 1926, il se déclare plus satisfait de sa vue. À ce moment, il peut donc contempler les productions des années précédentes et les juger. S'il détruit peut-être plusieurs de ses toiles, il choisit cependant de conserver une vingtaine de ponts, ainsi que des toiles appartenant à d'autres séries. Le saule pleureur, l'allée des rosiers, la maison vue du jardin. Que mes cathédrales, mes Londres et autres toiles soient faites d'après nature ou non, cela ne regarde personne et cela n'a aucune importance. Je connais tant de peintres qui peignent d'après nature et font des choses horribles.
En 1895, Vassili Kandinsky voit une meule de monnaie à Moscou. Soudain, pour la première fois de ma vie, je m'aperçus que je regardais une véritable peinture. Quelques années plus tard, Piet Mondrian, fasciné par les meules, les peupliers, les cathédrales de Monet, se consacre à ces mêmes sujets et dérive peu à peu vers des motifs géométriques. Quant au principe de la série lancé par Monet, il se retrouvera aussi chez d'autres peintres et même chez les sculpteurs. Sachez que je suis absorbé par le travail. Ces paysages d'eau et de reflets sont devenus une obsession. C'est au-delà de mes forces de vieillard, et je veux cependant arriver à rendre ce que je ressens. J'en ai détruit, j'en recommence. Et j'espère que de tant d'efforts, il sortira quelque chose. En parallèle avec les ponts, le Nymphéa est au centre de plusieurs séries de vues plongeantes sur le bassin. Le peintre ne joue plus qu'avec les reflets, les nuages, la transparence ou l'opacité, les couleurs. Le Nymphéa est enfin le sujet des grands panneaux que Monet peint à partir de 1914 dans un nouvel atelier. Le lendemain de l'armistice de 1918, il décide d'offrir ses panneaux à l'État. En 1921, son ami Georges Clemenceau, qui vient de se retirer de la vie politique, propose à Monet de les installer à l'orangerie des Tuileries. Après divers projets d'aménagement, 2 salles de forme ovale sont construites. Elles sont inaugurées en mai 1927, 5 mois après la mort du peintre. La peinture lisse aux contours bien délimités donnait au spectateur l'image d'un monde homogène, clos et fini. Le monde impressionniste n'est plus seulement composé d'objets solides, il est à l'image du nouvel esprit scientifique. Il se désagrège en corpuscules, il baigne dans un champ d'ondes, il est infini, il déborde de son cadre. La lumière impose une nouvelle logique, dissout les formes, transforme les couleurs des choses, celles de leurs ombres, d'où la prédilection de Monet pour les taches, les reflets et les mélanges de couleurs arbitraires qu'il provoque, les contrastes brutaux, les espaces ou les volumes informels, fumée, brouillard, nuages, neige, glace, feuillage. Le sujet est pure sensation lumineuse. Il naît de la couleur. C'est la touche atome qui le dessine, le sculpte, le recompose. La touche claire de la pie opposait les lumières chaudes ou froides de la neige. La touche débordante des coquelicots restituait l'éclat translucide des pétales froissés, condensés d'une calme promenade d'été. La touche dansante des reflets d'impression soleil levant montrait l'éclatement aquatique de la lumière. La touche tressée des meules sculptait l'or rougeoyant des pailles serrées. La pâte sèche, épaisse, des cathédrales engendraient pierre et mortier. Avec les ponts japonais, puis avec les grands panneaux de l'orangerie, le Nymphéa devient la métamorphose même. Feuilles et fleurs, terre et eau, matière et reflets, ombre et clarté, couleurs froides, des couleurs chaudes. La peinture n'expose plus que la danse du pinceau, la vibration de la lumière.